ça n'est un secret pour personne. L'espérance de vie en bonne santé des proches de Vladimir Poutine qui contestent la guerre en Ukraine est inférieure à la moyenne. On va se concentrer sur un homme qui n'est pas des moindres. Vous ne le connaissez peut-être pas, sauf si vous avez suivi la politique russe dans les années 90, début des années 2000. C'est en quelque sorte le père des oligarques. C'est celui qui a lancé les grandes privatisations. Il s'appelle Anatoly Choubaïs et il était en rupture avec Vladimir Poutine depuis le mois de mars. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents. C'est les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé exactement pour Anatoly Choubaïs ? Eh bien, tout est parti de ce message posté sur le réseau social Telegram. Choubaïs est en soins intensifs. Je viens de parler avec Avdotia, c'est sa femme. Son état est instable. Ça a empiré. Soudain, ses bras et ses jambes ont commencé à être engourdis. La poursuite du message, toujours, voici ces mots. J'ai été hospitalisée dans une clinique européenne avec le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré. Mon état est moyennement grave, mais stable. Message posté par une activiste russe, Ksenia Sobchak, très connue en Russie, très suivie sur les réseaux sociaux, quasiment 10 millions d'abonnés sur Instagram. C'est la fille d'un ancien homme politique et même la filleule de Vladimir Poutine, devenue aujourd'hui une opposante de premier plan, exilée en Israël. Bref, c'est une source indépendante, fiable, qui plus est, amie du couple Choubaïs. Alors, on va quand même rappeler qui est Anatoly Choubaïs. Eh bien, il s'agit de cet homme, il a 67 ans, c'est un oligarque, économiste et dirigeant du fonds d'investissement Rousnano, grand outil d'influence pour le pays en Occident, mais surtout c'est une personnalité, vous le disiez, emblématique de la Russie post-soviétique. Depuis 2020, il était représentant spécial de Vladimir Poutine auprès des organisations internationales, ancien vice-premier ministre et plusieurs fois ministre. C'est lui qui a fait venir Poutine à Moscou au milieu des années 90 pour qu'il succède à Boris Eltsine. En clair, c'est lui qui l'a propulsé du KGB au Kremlin. C'est donc un fidèle parmi les fidèles. Et pendant 20 ans, il a été conseiller économique du président Poutine. Vous le disiez, grand artisan de l'ouverture à l'économie de marché de la Russie dans les années 90. C'est un libéral. Sauf qu'au début de la guerre, en février, il décide de rompre avec le Kremlin après avoir critiqué publiquement l'opération militaire spéciale, comme l'appelle Poutine. Sur les réseaux sociaux, il alertait également sur les dangers, je cite, de la nostalgie impérialiste de la Russie. Il quitte ses fonctions en mars sans s'expliquer publiquement et puis il prend la fuite direction Istanbul, d'après cette photo qui avait fuité dans la presse. Et que sait-on ce soir de son état de santé ? Eh bien, selon le journal italien Corriere della Sera, il est hospitalisé à Olbia, en Sardaigne, sur son lieu de vacances, dans un état grave mais stable. Selon sa femme, il souffrirait du syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie rare du système nerveux qui attaque les nerfs et qui paralyse les membres, provoquée par un virus, visiblement, et non pas par un empoisonnement. Encore faut-il que ce diagnostic soit exact. Écoutez les précisions du docteur Gérald Kierzek. Si c'est un syndrome de Guillain-Barré, on voit mal comment il peut s'agir d'un empoisonnement. Si c'est une paralysie qui n'est pas un syndrome de Guillain-Barré, mais qui est une paralysie, par exemple, des muscles respiratoires ou des motoneurones, comme on dit, ces neurones moteurs, paralysie des nerfs, on peut tout imaginer. Et là, ça peut être effectivement des produits administrés de l'extérieur. Donc, est-ce qu'il peut s'agir d'un empoisonnement ? Alors, rien ne permet de l'affirmer pour le moment, mais en tout cas, il y a plusieurs éléments troublants. D'abord, évidemment, les mauvaises relations avec le Kremlin et puis la fuite de Choubaïs en Europe. Ensuite, selon le Moscow Times, après que le milliardaire a été pris en charge, des spécialistes ont examiné les lieux. Détail, et pas des moindres, il portait des combinaisons hazmat, comme vous allez voir ici. Elles sont utilisées comme protection chimique contre des matières dangereuses. Les connaisseurs reconnaîtront également les tenues des fameux chimistes de la série Breaking Bad. Bref, ça veut dire en tout cas que l'empoisonnement avec un agent chimique est bel et bien une piste pour les enquêteurs. Et puis le dernier élément troublant, ce n'est pas la première fois qu'on suspecte le Kremlin de vouloir liquider des milliardaires opposés à la guerre. On vous a souvent parlé de cette série de morts suspectes depuis février, toujours présentées comme des suicides. Au moins 8 milliardaires retrouvés pendus, poignardés, morts par balle, voire même empoisonnés avec du venin de crapaud pour le dernier cas. La série pourrait donc se poursuivre avec Choubaïs, qui serait en l'occurrence le seul à avoir survécu pour le moment. Et puis pour terminer, on note la réaction de Moscou avec les vœux de bon rétablissement de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.
печальные новости. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам. Merci Justine. Alors évidemment, Joséphine Staron, le Kremlin ne va pas reconnaître une tentative d'empoisonnement, si tant est que c'en soit une. On ne va pas être affirmatif, bien sûr, ce soir. Il y a simplement, on l'a vu avec Justine Fraissinet, un faisceau de doutes. Est-ce que c'est quelque chose de classique? On va élargir le débat avec le Kremlin de Poutine, en tout cas depuis le déclenchement de la guerre. Là encore, il ne faut peut-être pas faire de généralité, mais quand même, il y a de plus en plus d'événements qui nous permettent au moins de nous questionner ou d'avoir un doute raisonnable sur ce qui arrive à ces oligarques. À chaque fois, c'est la même histoire, des suicides, parfois avec la famille entière, hein, les femmes, les enfants de ces oligarques, ce qui envoie aussi un message assez troublant, assez dramatique à tous les oligarques qui pourraient défier Vladimir Poutine, en disant que ce n'est pas que l'oligarque qui est visé, mais aussi son entourage. Et donc là, ça crée un climat de peur et donc aussi peut-être un climat de loyauté que recherche Vladimir Poutine aujourd'hui. On revoit les morts suspectes de ces derniers temps. On est presque à une dizaine. Et si on retourne dans le passé, effectivement, la technique des empoisonnements, elle date pas d'hier. On se souvient en 2018 de la fameuse affaire Skripal, donc cet agent double russe qui avait on en reparlera, bien sûr. empoisonné au Royaume-Uni. Dans les années 40 aussi, Léon Trotsky avait été empoisonné, assassiné au Mexique, je crois. Donc, effectivement, c'est quelque chose que pratiquent les services secrets russes, on le sait aujourd'hui. Et là, on peut avoir un doute raisonnable sur cet enchaînement de morts, d'autant que la plupart de ces oligarques sont tous issus du secteur de l'énergie. Et on sait à quel point c'est un secteur clé en Russie aujourd'hui. Romain Mielcarek, effectivement, il y a toujours ce doute qui plane avec ces morts suspectes. Et puis, une façon peut-être d'envoyer des petits messages subliminaux. On reparlera des oligarques tout à l'heure et de la relation très particulière de Vladimir Poutine avec eux. Mais en gros, il dit on resserre les rangs autour de la guerre. Dans le cas de Choubaï, du coup, on ne peut pas se prononcer. On ne sait pas pour l'instant. Non, Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Ce qui est certain, c'est qu'un des effets des assassinats en général et des assassinats avec des substances nocives, que ce soit radioactives ou des simples poisons, a toujours eu cet effet psychologique de semer le doute et de générer chez ceux qui seraient tentés de trahir une inquiétude importante. Pour autant, attention à chaque fois qu'on tombe malade ou que l'on se sent mal, de réfléchir et de prendre du recul là-dessus. En tout cas, l'effet est clair. On l'a vu dans chacune des tentatives d'empoisonnement qu'il y a eu par le passé, qu'elles aient réussi ou non. Une vague derrière de peur, d'inquiétude, etc. Choubaï, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant à assassiner. Son influence ces dernières années avait quand même diminué. C'est plus l'économiste extrêmement écouté des années 90. C'est un symbole, malgré tout. C'est un symbole. En même temps, c'est aussi un bouc émissaire pour beaucoup de Russes. Symbole négatif, effectivement. Ouais, c'est la faute de Choubaï. On dit quand il y a un problème. Considérait que c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal, qui avait causé beaucoup de souffrance. Donc, c'était pas quelqu'un de très apprécié. L'éliminer comme traître, ça lui donnerait quelque part un statut de martyr qui pourrait peut-être faire remonter sa cote. Mais dans tous les cas, on est vraiment là pour l'instant dans la spéculation la plus totale, donc attention à ça. Absolument. Et nous continuons à spéculer avec quelqu'un qui connaît bien la matière. Sergueï Girnov, merci infiniment d'être en direct avec nous. Vous êtes ancien agent du KGB, autant dire que vous connaissez un certain nombre de méthodes de l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette maladie d'Anatoly Choubaïs en exil sur son lieu de vacances? On verra ce que dit Navalny, un des principaux opposants. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Pour vous? Pour moi, il y a toujours le doute tant qu'on n'a pas des preuves. Sauf que, à la différence de plusieurs autres cas, Anatoly Choubaïs actuellement, il est en Italie, donc en Europe, où on peut faire effectivement des analyses, des prélèvements. Et comme vous l'avez indiqué déjà sur le plateau, il y a déjà une enquête qui a été lancée, y compris avec la suspicion d'une attaque peut-être à l'agent chimique. Ce qui
ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que c'est une maladie, même si c'est le syndrome dont vous avez parlé tout à l'heure avec un nom qui Guillain-Barré, effectivement, c'est une maladie neurotoxique, enfin neurologique. Neurodégénérative. Et voilà, donc neurogénérative. Et vous savez, quand il y a le mot neuro, là, c'est quelque chose qui doit déjà nous alerter beaucoup parce que, par exemple, les syndromes de Novichok, ça peut être exactement la même chose parce que Novichok, c'est un gaz neurotoxique, donc neurotoxique qui paralyse les muscles. Et donc, vous savez, aux faibles doses, ça peut ressembler à une maladie qui a été évoquée. Donc, bien évidemment, après, Chubais, c'est quelqu'un quand même qui est effectivement très, très connu, très, très contesté, très controversé. C'est une figure qui n'est pas blanche du tout. Mais en revanche, il est parti quand même de Russie. Ça veut dire il a lâché le régime. Et donc, quelqu'un de ce niveau-là qui lâche le régime, ça peut être très mal pris par Poutine. Et on sait, enfin on l'a vu, alors on n'est pas affirmatif, hein, bien sûr, sur Anatoly Chubais, qui a eu des morts très, très, très suspectes avant, d'oligarques ou de dirigeants de grandes entreprises, qui eux-mêmes avaient pris leur distance avec le Kremlin. Pour vous, il y a malgré tout un faisceau, j'imagine. Il y a mieux que ça, parce qu'en fait, dans toute cette série, là non plus, nous n'avons pas de preuves matérielles, puisque souvent ces crimes étaient représentés comme les suicides ou étaient maquillés en suicide. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très matériel, c'est une atteinte à la vie de Chubais en 2005. Il a été attaqué, sa limousine blindée a été attaquée à l'explosif, et il a survécu à cette attaque. Et il y a des personnes, en fait, l'enquête en Russie a retrouvé les personnes qui ont organisé cette tentative d'assassinat, et il les a, en fait, ça a duré plus de 10 ans, l'histoire juridique. À 3 reprises, ils étaient blanchis, mais finalement, il y a un des 3 qui finalement était accusé et condamné à 8 ans de prison. Mais à l'époque, il était au sommet de sa gloire, hein. Il dirigeait une immense entreprise. C'était un des hommes les plus riches de Russie. Est-ce que 17 ans plus tard, il est encore suivi? Je vous demanderai votre avis, mon général, dans un instant, mais on va laisser Sergueï Girnov finir. Le sommet de la gloire, c'est quand même la période Yeltsin. La période Yeltsin, il était directeur du cabinet du président, il était premier vice-premier ministre, il était beaucoup plus puissant sous Yeltsin que sous Poutine. Mais quand Poutine est arrivé, Chubais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est insubmersible, c'est quelqu'un qui a survécu au changement de régime sans perdre vraiment extraordinairement sa puissance, puisqu'il est resté quand même jusqu'au dernier moment conseiller spécial du président pour le programme de ce qu'on disait de développement durable, c'est-à-dire en fait il assurait la liaison de Poutine entre les organisations comme par exemple les grandes réunions qui sont organisées en Suisse. Oui, en effet, il était encore un des maillons clés jusqu'à une période relativement récente, et on se souvient de son dernier post Facebook, pour le coup, où il citait un auteur qui parle de la fin des empires et qui demande à ne pas avoir de nostalgie de l'empire. Le message était limpide. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, mon général. Votre point de vue très informé, d'ancien notamment de la direction des renseignements militaires. Non, pas forcément très informé sur les questions russes, mais d'abord, j'ai regardé un petit peu ce que c'était que le syndrome de Guillain-Barré. De Guillain-Barré, oui. De Guillain-Barré. Et il semble que ça ne soit pas, si c'est le cas, hein, très mortel. Il y a 2% de cas mortels. En revanche, pour les adultes, il y aurait 30% de séquelles. Donc, ça montre bien qu'on doit pouvoir faire une distinction entre ce qui est éventuellement un virus ou, au contraire, ce qui est une attaque chimique, en quelque sorte. Deuxièmement, je ne sais pas si on peut faire un rapprochement entre la tentative d'assassinat en 2005 et ce qui s'est passé. Oui, là, je pense que c'est deux environnements, deux contextes radicalement différents. Et comme l'a dit mon confrère du KGB... Confrère, ancien confrère. Oui, exactement. Vous n'étiez pas tout à fait dans le même camp. Je crois, oui, pas vraiment. Et donc là, je pense que c'est deux choses différentes. Troisièmement,
il me semble qu'il y avait un accord tacite, un pacte qui était passé entre les oligarques et Poutine. Les oligarques avaient l'argent, faisaient du business, mais il ne fallait surtout pas qu'ils interviennent dans la politique de Poutine et encore moins s'opposer. Donc voilà les éléments que peut-être je peux apporter en supplément. Quoi. On a parlé de Skripal tout à l'heure. Là, c'est très documenté, cet empoisonnement. Il y a eu l'empoisonnement d'Alexei Navalny, qui aujourd'hui, évidemment, cité par son attaché de presse, explique, c'est la réputation du Kremlin. Personne ne doute vraiment que Choubaïs ait été empoisonné. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle très très bien une phrase, et je vous donne la parole dans un instant, Emmanuel Ducrot, une phrase prononcée par Vladimir Poutine, qui était un message extrêmement clair aux oligarques au début de la guerre. Écoutez, c'est une sémantique assez brutale. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Voilà, ça restera dans les grands verbatims de Poutine, recraché comme un moucheron qui se serait glissé accidentellement dans la bouche. On se rappelle ce qu'il disait sur les Tchétchènes au début du conflit. Pour vous, Emmanuel, Poutine... Sans préjuger de Sans quoi préjuger, bien que ce sûr. soit de cette affaire Choubaïs, je pense qu'Alexei Navalny a quand même de bonnes raisons de crier tout de suite à l'empoisonnement. Il en a été lui-même victime. Il est passé par là, il le sait. On sait Bien aussi sûr. qu'il y a beaucoup d'imagination dans la manière russe d'empoisonner les opposants ou les traîtres, que ce soit le Novichok, le polonium, 120 pour Litvinenko. Et puis on peut rappeler aussi qu'il y a quelques mois, en mars, Roman Abramovich, qui est quand même une figure assez prépondérante, connue en dehors de Russie pour Grand posséder oligarque qui possédait un le grand club de Chelsea, football. avait lui Qu'il a aussi revendu, d'ailleurs, été depuis. victime d'une étrange maladie en retournant en Russie. Il avait les yeux qui étaient devenus rouges, la peau qui partait. Et là, on s'était demandé si c'était pas aussi une sorte de coup de semonce pour lui demander de se calmer dans ses tentatives de médiation au milieu de la guerre en Ukraine. Donc voilà, je veux dire, on ne prête qu'aux riches. Voilà, sans préjuger encore une fois, c'est évidemment la première hypothèse qui vient à l'esprit. Oui, et on pourrait rappeler d'autres histoires que vous connaissez par cœur, les ambassades, où il y a toujours une sorte de doute avec, et c'est très intéressant peut-être de le signaler, un mal invisible à chaque fois. Soit une irradiation, soit un empoisonnement, mais c'est toujours quelque chose d'invisible. Joséphine Staron. C'est justement ça l'objectif et de la stratégie, c'est qu'on ait toujours, et ça a été dit, un doute raisonnable sur le fait que ce soit un assassinat ou bien une maladie ou un événement d'ordre naturel. Et ce doute-là, il est très important parce que finalement, on peut donc mettre sous cette bannière de l'assassinat ou du pseudo-assassinat, beaucoup de gens, beaucoup de cas, et ça peut créer après une frénésie collective ou une peur collective qui, dans certains cas, peut favoriser le Kremlin. Et là, aujourd'hui, c'est le cas, parce que vous vous rappeliez cette sortie assez incroyable de Vladimir Poutine. Si on la remet dans son contexte, c'était il y a quelques mois, au début de la guerre, au début des sanctions européennes contre les milliardaires et contre les oligarques russes qui gelaient leurs avoirs, et on a vu une fuite assez impressionnante dans les premiers jours de ces sanctions. Qui partaient des plus notamment riches vers de la Russie. Turquie, d'ailleurs. Tout à fait. Et ça, on a vu tout de suite que ça avait mis Poutine hors de lui. On le comprend, puisqu'à ce moment-là, il cherchait bien évidemment tous les soutiens possibles, et notamment les soutiens économiques, pour résister à la pression occidentale et à ces sanctions. Donc forcément, il est toujours aujourd'hui dans cette dynamique de devoir museler l'opposition, parce que l'enjeu pour lui avec la guerre en Ukraine, qui dure probablement plus que ce qu'il aurait voulu ou que ce qu'on aurait pensé, eh bien, c'est d'avoir derrière lui l'opinion publique russe. Et l'opinion publique russe, c'est une chose, mais on va dire la force vive économique et ces oligarques-là, c'en est une autre, et elle est vitale pour Vladimir Poutine Alors, vous aujourd'hui. avez raison de le rappeler, 159 jours d'une guerre qui s'enlise. Est-ce que ça permet, malgré tout ces petits messages, encore une fois, nous ne sommes pas affirmatifs sur Choubaïs, de resserrer les rangs ou, à minima, d'éviter d'avoir des têtes qui dépassent? Alors ça, c'est une croyance qui est extrêmement présente, récurrente dans l'imaginaire, je pense, de l'ensemble de la communauté internationale. Dans les faits, c'est pas évident que cette méthode de la terreur, elle soit si efficace que ça.
on part du principe que si les gens ont peur, ils vont rester dans le rang et ils vont servir. Je crois qu'il n'est pas totalement déconnant de se dire qu'il y a aussi pas mal de gens que ça incite à se sauver le plus vite possible. Monsieur Girnoff aurait pu d'ailleurs le dire, il a vécu, lui, cette expérience. Au moment où il s'est posé la question de quitter la Russie pour rejoindre la France, Pour venir en France. il pense avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement. Et à ce moment-là, il raconte très bien dans ses mémoires la terreur qui l'a saisi et ce qui l'a motivé finalement à venir demander l'asile, ce qui était quand même pas évident pour quelqu'un dans sa situation. Ce qui est certain... On va préciser qu'il était en bisbille avec le FSB pour une histoire de diplôme et qu'effectivement, il s'opposait directement et c'est le moment où il a pris la poudre d'escampette. Exactement. On ne sait pas si dans ce cas-là, il y a eu une tentative d'assassinat. Ce qu'on sait, et ça c'est une évidence, depuis bien avant l'invasion de février dernier, c'est que la Russie était extrêmement agressive, ses services de renseignement étaient extrêmement agressifs sur l'ensemble de la scène internationale, et y compris en Europe, avec des tentatives d'assassinat, avec des attentats, sous toutes les formes, avec des opérations de manipulation de l'information, des opérations d'espionnage, dont on n'a pas beaucoup de pays qui mènent ce type d'opération aussi agressive aujourd'hui en Europe. Et on sait, on a parlé de Skripal tout à l'heure, on va revoir quelques images, c'est en 2018, hein, donc on est complètement en dehors du contexte de la guerre, mais cet espion qui était en Grande-Bretagne, à Salisbury, et d'ailleurs sa fille, sont empoisonnés. Alors là, c'est assez clair. Il y a eu deux morts. Voilà, et il y a eu 2 morts. Et là, évidemment, le Kremlin a toujours démenti. On se souvient de Theresa May, qui était première ministre à l'époque, qui s'était adressée aux caméras en disant « Nous savons ce que vous faites ». Elle avait parlé à cette époque-là directement au Kremlin. Là, pour le coup, on a l'impression parfois aussi, Emmanuel Ducrot, que la Russie ne se cache pas sur certaines opérations. Elle a été extrêmement médiatisée à l'époque. Oui, c'est le jeu des services secrets. Elle ne se cache pas et à la fois, ça reste toujours un peu flou. Donc, c'est difficile d'avoir la moindre rétorsion. On ne peut pas rentrer dans un bras de fer à chaque fois. C'est extrêmement compliqué. Alors, effectivement, quand ça se passe sur un territoire qui n'est pas le territoire de la Russie, comme c'était le cas pour M. Skripal et sa fille, ça avait quand même créé des grandes tensions. Attaquer les gens sur un territoire étranger, c'est quand même problématique. Oui, bien sûr, et ça vous confirme, mon général. Oui, en fin de compte, Chubais, c'est quand même quelqu'un qui a été détesté, qui a été milliardaire et qui se trouve malade en Europe, en Sicile ou en Sardaigne, je ne sais pas, là. Et donc, c'est pas forcément pour la terreur, mais c'est également aussi pour faire comprendre que des traîtres payent à un moment ou à un autre, quoi. À ses yeux, à vos yeux de Poutine. Romain Melchiarec. Je reviens sur le cas Skripal, qui est un peu particulier. La guerre était déjà en cours. La guerre en Ukraine a commencé en 2014. Les Russes y sont impliqués depuis cette époque-là, donc le contexte n'est pas totalement neutre. Skripal, c'est un cas qui est intéressant parce qu'on s'est beaucoup posé la question de pourquoi cibler ce personnage-là. Des gens qui ont fui la Russie, des anciens officiers de renseignement qui ont fui la Russie et qui ont donné des informations à des services occidentaux, il y en a eu beaucoup, surtout à cette époque-là. Skripal, c'est quelqu'un qui fuit, qui trahit d'abord, a priori, pour des raisons économiques. C'est pas quelqu'un qui idéologiquement est remonté contre l'impérialisme, etc. C'est quelqu'un qui a une opportunité de gagner de l'argent et qui l'a saisi. Au moment où lui est échangé avec les États-Unis, 2 autres officiers sont également remis à l'Angleterre et aux États-Unis, qui sont des gens qui viennent, eux, du KGB à la base, et qui sont des gens qui, eux, étaient remontés d'un point de vue idéologique. Eux, ils voulaient combattre le régime russe. Oui. Pourquoi Skripal ? Skripal, il appartenait à un service particulier, la GRU, et on ne sait pas si c'est le Kremlin qui a voulu assassiner ce traître-là, ou si c'est la GRU elle-même, donc le service de renseignement de l'armée, qui a survécu à la guerre froide, qui voulait lui régler ses comptes avec un traître. Oui, en effet, c'est extrêmement intéressant de noter ça, et vous avez raison de dire que la guerre de Crimée était passée par là, donc on était déjà dans un contexte de guerre. On parle, ce sera ma dernière question, Joséphine, on parle beaucoup des services de renseignement ces derniers temps. Il y a beaucoup des livres qui sortent notamment avec des archives de la CIA où on relit, vous avez peut-être lu ça aussi, mon général, les relations CIA-KGB de l'époque. C'est presque un momentum pour le renseignement, en tout cas dans l'opinion publique. En tout cas, il y a une certaine fascination et on a l'impression avec la guerre
menée par la Russie en Ukraine a réveillé une forme de guerre froide, ou en tout cas de syndrome guerre froide entre les États-Unis, l'Europe, la Russie, etc. Et finalement, si on se souvient, pendant la guerre froide, tous ces fantasmes autour des services secrets, ils étaient aussi à leur paroxysme. On en parlait beaucoup, ça suscitait énormément de production cinématographique aussi. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est pas si étonnant que ça qu'on en reparle, parce qu'on est dans un contexte qui, s'il est très différent, a quand même certaines similarités qui permettent de nous replonger dans cette atmosphère des services secrets. Et puis aussi, parce que les premiers à avoir dit que la Russie allait envahir l'Ukraine en février, c'était la CIA. Et donc, ça a remis un coup de projecteur sur cette agence-là. Et notamment sur la qualité qui s'était un petit peu perdue pour la CIA ces derniers temps. En tout cas, notamment avec accusé de ça, l'Afghanistan. en général. En fin de compte, le rôle des services secrets a toujours été extrêmement important. C'est 90% des actions qui se passent de façon souterraine. La diplomatie, mais la diplomatie, il n'y a pas de diplomatie sans renseignement. Et après la guerre froide, il y a eu un effort considérable qui a été fait, aussi bien d'ailleurs, surtout par les Américains, dans le domaine économique. Aujourd'hui, l'espionnage est fondamentalement économique. Il y a eu la lutte contre le terrorisme. Et puis aujourd'hui, dans un instant, il y a ça un tombe rôle bien, fondamental des renseignements dans les actions militaires en Ukraine, mais pas seulement qu'en Ukraine, mais en Ukraine, avec notamment l'acquisition des cibles et la destruction des objectifs. Il y a quand même juste un mot. Il y a une spécificité russe, c'est que en Russie, les services de renseignement représentent une espèce de classe de pouvoir, une espèce de classe dirigeante qui est omniprésente partout. Les gens qui décident au niveau économique, au niveau politique, qui sont dans les ambassades partout dans le monde, sont des gens du renseignement. Et ils sont présents dans des volumes et dans des nombres qui n'existent pas ailleurs, que ce soit chez les Américains ou chez les Européens. Alors certes, les agences de renseignement sont influentes, sont présentes, ont des vrais échanges avec les autres, mais les diplomates et les gens qui font du renseignement sont des gens qui ne sont pas toujours les mêmes. Oui, Non, sauf que les politiques, notamment, vous regardez les États-Unis, il y a beaucoup de gens du renseignement. Israël est un pays où les dirigeants politiques sont des gens du renseignement. Donc il faut bien voir, quand la survie ou quand l'ambition est importante, eh bien, on place dans les dirigeants des gens des services, ou des gens qui sont en phase très, très liés au service. Mais là, on est au sommet de la pyramide, puisque Vladimir Poutine, Emmanuel Ducrot, est tout simplement un ancien agent du KGB qui est installé confortablement depuis 22 ans. Et c'est pas le premier en Russie. Et c'est pas le premier. Non, mais il connaît parfaitement la machine et il sait que c'est une guerre à mort. Enfin, il faut tuer ou être tué. Je pense qu'il y a aussi quand même la paranoïa qui sous-tend quand même les actions de Vladimir Poutine. Je crois que c'est un homme qui sait qu'il est attendu à chaque détour de couloir et qui a probablement peur que la machine se retourne contre lui. Oui, alors c'était précisément ma dernière question, Joséphine Staron. Est-ce que justement, on est dans un moment, on parlait de paranoïa, on sait que ces derniers temps, autour de Vladimir Poutine, il y a un parfum de soufre qui l'entoure depuis longtemps, mais peut-être davantage encore. Est-ce que ça pourrait expliquer une accélération des opérations, notamment à l'extérieur ? Ça pourrait, d'autant que cette accélération, si c'est avéré, elle a démarré en janvier, avec une succession très rapprochée quand même d'assassinats ou de suicides. On ne tranchera pas. Et en tout cas, ça démontre que Vladimir Poutine cherche des soutiens. Et que ces soutiens, eh bien, il a peut-être, là encore, il faut être prudent, il a peut-être plus de mal qu'on ne le croit à les trouver ou alors à les garder, à les conserver en Russie, puisqu'il est quand même dans un contexte, on le rappelle, avec les sanctions occidentales, même si elles n'affectent pas la Russie autant qu'on le souhaiterait, elles ont quand même un impact. Et pour Vladimir Poutine, l'unité de la nation, c'est la clé de sa survie.